Bonsoir et bienvenue à tous. Donc on va faire la réunion avec 3 interventions, puis après on ouvrira la discussion. Donc il y aura une première intervention de Noura sur le mouvement dans la jeunesse et puis au-delà. Moi, donc Bruno, je vais faire une intervention sur la question environnementale, comment elle s'est réinvitée dans le mouvement, et Laurent discutera du mouvement et de ses perspectives, des étapes. Voilà. Donc, oui, j'ai dit dans l'ordre, donc on va commencer par Laurent. Bonsoir tout le monde, je suis étudiante en santé, un peu plus étudiante en santé, et je vais un peu parler du mouvement dans la jeunesse, mais évidemment, je vais passer rapidement et on pourra reparler de tout ça après dans la discussion, surtout qu'il y a des personnes ici qui ont sûrement assisté aux AG, etc., et qui pourront en discuter, quoi. Du coup, le mouvement contre la réforme des retraites, il a commencé le 19 janvier, mais la jeunesse l'a rejoint plus massivement depuis le passage en force du gouvernement avec le 49.3. Jusque-là, les jeunes, les étudiants comme les lycéens, ils se sentaient concernés pour une partie d'entre elles et eux, mais ils venaient peu aux AG et peu aux manifs aussi, surtout peu aux AG. Les discussions lors des tractages qu'on avait pu faire, elles montraient pourtant que y avait peu de jeunes qui étaient dupes face à ce projet néfaste de réforme des retraites. Bosser jusqu'à 64 ans pour des retraites qui ne cessent de diminuer plutôt, dans des conditions toujours plus dégradées et avec des salaires de misère, non merci. La plupart, ils s'appuyaient d'ailleurs sur l'expérience de leurs propres parents, pour le dire, ou encore sur l'expérience qu'ils avaient pu faire eux-mêmes du travail, à travers de jobs d'été, etc. Mais soit par manque de confiance dans la capacité de la mobilisation à faire reculer le gouvernement, soit aussi par crainte pour leurs études, pour leurs partiels, etc., sans parler de la pression du bac en mars, de Parcoursup aussi pour l'orientation des lycéens, ou encore de toutes les interventions policières très violentes qu'il y avait eu ces dernières années dans les lycées. La majorité des jeunes, elle n'était pas encore présente à ce moment-là. Du coup, le 49.3 a changé la situation, peut-être en partie parce qu'il a mis en évidence aussi la réalité de la prétendue démocratie dans laquelle on vit. En fait, quand le gouvernement il a décidé quelque chose, les procédures parlementaires, les débats, les votes, tout le semblant un peu de démocratie qu'on nous fait miroiter, il peut être balayé d'un revers de main, puisque les institutions le permettent en fait. Donc les travailleurs manifestent depuis plusieurs semaines, par millions dans la rue. Les sondages affirment une opposition à la réforme qui est ultra majoritaire dans l'opinion publique. Peu importe en fait, c'est pas la rue qui gouverne, a répondu Macron à la colère suscitée par son passage en force, et ça a encore remis une pièce dans la machine du coup. Si Macron il a osé faire un passage en force malgré les millions de travailleurs en grève et dans la rue au cours des semaines précédentes, je pense que c'est pas par pure mégalomanie, mais c'est bien parce qu'il défend la bourgeoisie contre les travailleurs et le reste de la population, et qu'il est prêt à aller loin pour faire passer cette loi qui tient tant au cœur des patrons. On a vu depuis lors la croissance des cortèges jeunes dans les manifs, voire leur apparition dans certains endroits, la multiplication des manifs dites sauvages, des occupations, des blocages de facs ou d'écoles, même de collèges, de lycées, et une augmentation de la participation aux AG. Avec une certaine fluctuation, il ne faut pas non plus faire une restitution trop grandiloquente de ce que c'est. Ainsi, à Bordeaux, les facs de la Victoire et de Bordeaux-Montaigne, elles ont été occupées à partir du 21 mars, je crois, pour Victoire, et avant pour Montaigne, on va revenir dessus, permettant de se libérer du temps du coup, pour des discussions, des projections de films, des débats, etc. Du coup, la fac de Victoire, elle était censée aussi être un lieu stratégique pour se retrouver entre étudiants et travailleurs, pour discuter et se coordonner, bien qu'en réalité, pour plein de raisons, ça a été assez difficile à mettre en place. Le vendredi 31 mars au petit matin, vers 4h, le président de la fac de Victoire, il a fait intervenir plus de 80 flics pour évacuer une quarantaine d'occupants qui dormaient là, sans interpellation évidemment. Il a aussitôt annoncé que la fac elle ouvrirait pas avant septembre prochain, parce qu'il y a selon lui d'importantes dégradations, je cite, pour un montant de centaines de milliers d'euros. Certes, il y a eu quelques dégradations au cours de l'occupation, qui ne sont pas seulement du fait d'ailleurs des étudiants qui occupaient, etc., c'est une autre histoire, mais ceci est surtout une excuse en fait, pour empêcher les étudiants et les étudiantes de se retrouver, de discuter collectivement et éventuellement de se mobiliser de nouveau sur la fac de la Victoire. Puisque la hantise des présidents de fac, c'est que la mobilisation ce soit à leur porte, dans leur porte. D'ailleurs, le président Dean Lewis, il laisse échapper cette raison un peu plus profonde dans une interview pour Sud-Ouest, dans laquelle il explique en fait que la partie avant de la fac, elle serait pas rouvrable à cause des travaux, et quant à la partie arrière, nous pourrions la rouvrir plus tôt, mais c'est extrêmement lié au contexte social. On comprend, dégagé de ma fac.
allez vous révolter ailleurs, quoi. Bon bref, à Bordeaux-Montaigne, le président il est venu le même jour en AG pour essayer de faire voter la non-reconduction du blocage. Donc ce jour-là, c'était une des plus grosses AG qu'il y avait eu depuis le début du mouvement. Il y avait plus de 700 personnes, dont une majorité avait revoté malgré tout la continuation du blocage pour la semaine suivante. Donc jusqu'à aujourd'hui, où il y a eu de nouveau une AG avec pas mal de monde aussi, je dirais 700 personnes à peu près, mais je ne vais pas te dire de conneries. Et aujourd'hui a été voté en revanche la fin du blocage de B3 pour mardi prochain, à condition que les cours restent banalisés, qu'il y ait des amphis de lutte, etc. à disposition des étudiants pour pouvoir se dégager le temps nécessaire pour continuer en fait, de se mobiliser, quoi. Donc ça continue, il y a quand même beaucoup de gens motivés pour continuer. Il y a eu aussi de nouvelles AG qui sont un peu apparues à B1, Sciences et Techniques, à Montesquieu. Bon, pour le moment, il y a peu de monde, mais ça montre qu'il y a une petite impulsion aussi là-bas, quoi, qui se fait avec tout ce qui se passe à côté. On pourra revenir dessus encore une fois s'il y a des gens qui veulent en discuter. Il y a aussi la Coordination nationale étudiante, la CNE, qui s'est réunie là au cours des 4 dernières semaines, il me semble, tous les week-ends, donc à l'échelle, à Paris, avec du coup des étudiants et étudiantes envoyés, élus parfois, qui se sont désignés, issus d'une quarantaine de facs en France. Ça a permis de discuter de la mobilisation à une échelle, échelle nationale, quoi, de se coordonner et d'impulser un peu, d'essayer en tout cas d'impulser des dates de manifs et d'actions un peu plus proches que celles de l'intersyndicale, mais avec in fine peu d'influence quand même, à part à Paris même, quoi. C'est loin d'être une direction politique alternative pour la jeunesse là maintenant, mais bon, ça existe et il faut qu'on continue, je pense, d'essayer de se coordonner et d'essayer d'impulser des actions selon notre propre agenda, puisqu'on sait bien que celui de l'intersyndicale, il suffit pas. Il y a plein d'autres choses à dire là-dessus, mais on pourra en discuter après, puisqu'on a des camarades ici qui sont allés à la CNE, etc., si ils vont discuter. En tout cas c'est bien ce caractère incontrôlé et incontrôlable de la jeunesse lorsqu'elle se mobilise, et le souffle aussi qu'elle peut redonner à la mobilisation dans des moments où des fois les travailleurs, etc., peut-être sont un peu moins en grève, etc., qui fait peur au gouvernement et qui a changé en partie la donne. Parce que comment gérer pour lui, pour le gouvernement, cette irruption de la jeunesse quand dans la moindre petite ville de France, il y a des groupes de lycéens qui tentent de bloquer leur lycée, qui arrivent souvent, puis qui partent en manif sauvage, quand il y a des collégiens, par exemple de tous les collèges de Montreuil dans le 93 qui bloquent leur établissement et qui parlent en fait à la fois des retraites, avec des pancartes assez drôles parfois, mais aussi des effectifs dans les classes, de l'écologie, dont parlera d'ailleurs camarade après. Hier encore, ici, pas loin, il y a eu le blocage du lycée Pape Clément à Pessac. Bref, ces jeunes, ils participent aussi aux actions initiées par les comités interpro un peu partout. Ils contribuent en fait à faire vivre le mouvement entre 2 grosses journées et à le rendre visible. Le gouvernement, à tout ça, il y répond comme il sait bien le faire, déjà par la répression. On a vu ces derniers temps la répression policière prendre une nouvelle ampleur dans les manifestations, les blocages, etc. Voilà, je vais l'apprendre à personne parce qu'on est sûrement tous allés en manif, voire en manif sauvage, donc voilà. À Sainte-Soline, l'utilisation d'une violence d'État, il y a eu l'utilisation d'une violence d'État vraiment meurtrière pour défendre la privatisation de l'eau par une agriculture productiviste. Je ne vais pas me pencher dessus parce que je pense que le camarade en parlera. Et hier, pendant la manifestation, il y a eu aussi des interpellations, dont de personnes très jeunes, quoi. Ça n'arrête pas. Là, je pense qu'on voit bien, encore une fois, et ça en discute beaucoup, en tout cas dans la jeunesse, à quel point ce gouvernement et ses institutions, ils montrent leur vrai visage, quoi. Pour défendre les intérêts des patrons, ils regorgent de stratégies, de ressources, et la police, qui est le bras armé de l'État bourgeois, c'en est une parmi d'autres, mais pas des moindres. Du coup, ils comptent bien nous imposer leurs revendications par la violence, par la peur, en dissuadant les gens de descendre dans la rue, en cherchant à nous diviser, en dépeignant les manifestants comme des incontrôlables casseurs. C'est à nous de lutter contre ces idées-là, quoi, et de rester unis et mobilisés contre eux. À côté de ça, Macron et ses patrons, ils peuvent aussi compter sur des supercheries soi-disant démocratiques pour calmer le jeu. On nous fait miroiter notamment prochainement l'échéance d'un futur conseil constitutionnel, ça en discute quand même pas mal un peu dans les AG et tout, on pourra en discuter après également, qui n'est qu'un énième garde-fou en fait de la bourgeoisie pour défendre ses intérêts et faire passer les lois qui l'arrangent. D'ailleurs le conseil constitutionnel en fait il a rien à faire des gens qui vivent dans la rue, qui n'ont pas accès à un travail, même si c'est marqué noir sur blanc sur notre belle constitution que tout le monde est censé avoir accès à un travail, à un toit.
Par contre, quand le gouvernement Hollande il avait fait passer quelques mesures un peu pour taxer les hauts profits, là, oulala, c'était anticonstitutionnel, quoi. Donc bon, je pense que le meilleur moyen de rappeler au Conseil constitutionnel que cette loi, elle ne doit pas passer, ce sera certainement d'être en grève et de le crier haut et fort dans la rue. Sur un versant encore plus, je dirais, social hypocrite d'une certaine façon, le gouvernement il se donne l'air de prendre en compte maintenant les besoins de la jeunesse, soudainement, comme de par hasard. Hein. Voilà. Ainsi, Macron il a annoncé une revalorisation des bourses étudiantes, avec des mesures techniques pour augmenter le nombre de boursiers. Et il a aussi annoncé que le SNU, le Service National Universel, qui est un embrigadement de la jeunesse sous le drapeau tricolore et sous la houlette de l'armée, dont la généralisation devait être annoncée en janvier mais avait été repoussée, se ferait soi-disant qu'au volontariat. En tout cas, pour l'instant. Bon, nous évidemment, on prône toujours sa suppression pure et simple, qui reste notre objectif. Et ces mesurettes, bon voilà, c'est vraiment des miettes qui sont loin de répondre à la situation de paupérisation grandissante de la jeunesse et des étudiants, et au refus de la militarisation de celle-ci. Mais elle montre bien à quel point le gouvernement il craint quand même la mobilisation étudiante et de la jeunesse. Et il essaye un peu de calmer le jeu, comme quand on glisse, je sais pas, un billet de 5 € dans la main de quelqu'un en lui disant bon maintenant tais-toi. Du coup il lâche du lest pour convaincre certains étudiants qu'ils ont été entendus et que ça y est, ils peuvent arrêter de se mobiliser. Bon, il n'y a pas grand monde, je pense, qui est dupe face à ça. De toute façon, c'est trop tard pour tout ça parce que déjà, la détresse des jeunes, il fallait y penser bien avant parce que ça fait des années que les jeunes sont de plus en plus nombreux à vivre dans la précarité, notamment pendant la période Covid où c'était absolument catastrophique. Et il n'y avait aucune aide financière digne de ce nom qui avait été mise en place à ce moment-là. De plus, la jeunesse elle a toutes les raisons de rester mobilisée contre ce projet de réforme des retraites, mais plus largement contre l'organisation sociale, économique et politique de la société capitaliste. La colère, elle est ancrée profondément chez les jeunes, comme chez tout le monde d'ailleurs, contre tout un ordre social. Ce mouvement, les blocages, les AG, c'est l'occasion de discuter de la réforme, mais c'est aussi l'occasion de discuter de l'avenir promis aux jeunes dans cette société et de ce que nous, on y oppose en tant que militants révolutionnaires, ou pas des fois. Parce que le capitalisme pour les jeunes, c'est d'un côté la précarité, les bullshit jobs, les salaires plus qu'insuffisants, l'exploitation aux ordres de chefs plus ou moins compétents et autoritaristes, les cadences infernales. De l'autre, des emplois de cadres, bon certes mieux payés, mais pour faire le sale boulot de faire accepter de l'exploitation à ceux d'en dessous. Bref, tout ça pour enrichir des actionnaires et des patrons du CAC 40 qui n'ont que faire de répondre aux besoins de l'humanité, ni de préserver les ressources naturelles, ni quoi que ce soit. Bref, rien n'échappe à l'avidité du capitalisme aujourd'hui. La loi du marché, elle règne partout et elle pervertit tout, et on le voit un peu partout, à travers la dégradation, par exemple, de tous les services publics, de l'hôpital, des médecins, des soignants qui sont pressurisés et qui peuvent plus bien faire leur boulot, des profs qui n'arrêtent pas de dire qu'ils et elles ne peuvent plus enseigner dans de bonnes conditions, tant les moyens manquent là aussi, avec toutes les réformes qui accompagnent cette situation. Bref. Le capitalisme, c'est aussi une planète saccagée par l'appétit de grands groupes qui provoquent la déforestation, une baisse catastrophique de la biodiversité, la pollution de la terre, des eaux, etc. Le capitalisme, c'est l'oppression des femmes, qui n'a certes pas commencé avec lui, mais qui s'est aggravée et qui le fait bien tenir son édifice, en s'ajoutant à l'exploitation, qui fait qu'aujourd'hui encore, dans notre pays, les femmes touchent en moyenne des salaires inférieurs de 24% à ceux des hommes, à cause des temps partiels imposés notamment, et du coup, des retraites plus basses aussi. Le sexisme augmente dans les jeunes générations, d'ailleurs, selon le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité. Il y a un féminicide tous les 2 ou 3 jours en moyenne, et les violences sexuelles et sexistes, elles restent évidemment largement impunies. Donc le capitalisme, c'est aussi l'oppression des personnes LGBT qui sont discriminées au travail, dans la rue, avec toutes les violences impunies qu'elles peuvent subir également. Salut. Le capitalisme, c'est aussi le racisme, cette plaie pour les travailleurs et les travailleuses, pour nous toutes et tous, qui consiste à faire croire que l'ennemi c'est le travailleur étranger plutôt que nos patrons bien français. Le capitalisme, c'est l'extrême droite et ses idées nauséabondes, avec sa remise en cause du droit des travailleurs et des femmes, notamment du droit à l'avortement dernièrement un peu partout. C'est aussi le capitalisme, un système qui est prêt à tout pour défendre ses intérêts, comme on l'a vu à Sainte-Soline, avec parfois la violence la plus ignoble. C'est aussi la guerre, avec ce qui se passe en Ukraine en ce moment, avec la militarisation des grandes puissances comme la France, qui alloue des milliards et des milliards de budget à l'armée, tout en nous disant qu'il va falloir continuer de bosser encore plus. Et puis la question du SNU sur laquelle je ne vais pas revenir, mais bref, l'embrigadement de la jeunesse. Bon bref, après ce constat assez déprimant,
En fait, ce dont on peut discuter aussi pendant cette mobilisation et ce dont on peut se rendre compte, c'est qu'en fait, c'est nous qui faisons fonctionner la société, enfin, en tout cas, c'est les travailleurs, les travailleuses, et que quand on s'arrête, tout s'arrête. Alors que bon, si Macron s'arrêtait ou les grands patrons, on s'en porterait mieux d'ailleurs. Bref, en tout cas, notre mobilisation, elle nous permet de prendre conscience, de faire prendre conscience à une partie de la jeunesse, celle que cette société indigne et dégoûte, de la force qu'on représente et de comment on peut utiliser cette force pour en finir avec cette société d'exploitation et de misère d'une majorité au profit d'une minorité. Voilà. Sur ce... Bien, donc moi je vais parler de la question environnementale. Alors la question environnementale, elle s'est invitée, comme Nora le rappelait, avec fracas dans le mouvement des retraites, suite à ce qui s'est passé le samedi 25 mars, avec la manifestation à Sainte-Soline contre les méga-bassines, qui a rassemblé 30 000 personnes, parce que ça c'est quand même le point de départ, et surtout qui a été le théâtre d'un déchaînement de violences policières qui a fait plus de 200 blessés, des blessures très graves, alors avec un nombre impressionnant de grenades qui ont été balancées. Alors, là, visiblement, le Sud-Ouest rapporte, plus il y a des enquêtes, plus on se rend compte que c'est vraiment été une violence gratuite, puisqu'elle ne visait même pas forcément le cortège. Il y avait 3 cortèges, donc le cortège le plus virulent, mais les premières grenades seraient tombées sur le cortège le plus pacifique, voilà, pour dire l'ambiance. Voilà. Alors depuis Darmanin, justement, il s'est lancé, il a multiplié les déclarations hystériques contre l'ultra-gauche, contre les ZAD, contre le terrorisme intellectuel de ceux qui se solidarisent de cette lutte, même contre la Ligue des droits de l'homme, qui a eu le malheur de témoigner de ce qui s'était passé, contre le Conseil constitutionnel qui lui refuse le droit d'utiliser des drones, alors que les artistes peuvent utiliser des drones pour filmer les manifestations, a-t-il déclaré. Bon, voilà, donc il a même demandé bien sûr la dissolution de 2 groupes écologistes dans le soulèvement de la Terre, qui était à l'initiative de la manifestation et qui pourrait d'ailleurs intervenir assez rapidement, parce que c'est le 12 avril que ça doit être fait. Alors cette répression odieuse, elle était pour le gouvernement aussi l'occasion de montrer à l'ensemble de la population, qui aujourd'hui est mobilisée contre la réforme des retraites, ce que ça peut coûter de s'opposer à lui. Mais ce n'est pas la peur qui a été la réaction. On a vu avant tout une réaction de colère et de solidarité qui s'est exprimée à travers des manifestations qui a eu lieu le jeudi de la semaine passée devant plus d'une centaine de préfectures, et puis aussi avec un mouvement de soutien de personnalités, d'organisations à travers un appel « Nous sommes tous le soulèvement de la Terre ». Darmanin, avec ses délires sur la menace d'ultra-gauche, il cherche à faire barrage à la révolte et à l'indignation que suscite cette violence et cette répression dans la population, mais d'ailleurs comme aussi aux critiques qui émanent d'instances très officielles, internationales, comme l'ONU, le Conseil de l'Europe, même le Défenseur des droits. Ça, c'est un aspect. Mais il entend aussi détourner l'attention du fond du problème, pour revenir à la manifestation elle-même qui avait lieu, c'est-à-dire les raisons de cette manifestation contre les méga-bassines, qui, sur le fond, encore une fois, a été un véritable succès. Alors les méga-bassines, pour en dire 2 mots quand même, ce sont d'énormes réservoirs artificiels, au fond plastifiés, imperméables, qui sont remplis essentiellement en pompant dans les nappes phréatiques et les cours d'eau l'hiver, soi-disant, pour pouvoir avoir de l'eau l'été. Alors elles font partie de tout un programme, d'une stratégie d'adaptation au réchauffement climatique que défend le gouvernement et qui serait la réponse au problème de l'eau lié au réchauffement climatique. Mais en réalité, c'est ce que dénonçait la manifestation, en l'occurrence, ces méga-bassines, c'est avant tout un cadeau fait aux gros agriculteurs spécialisés, notamment dans le maïs destiné à l'alimentation animale et qui a besoin de beaucoup d'irrigation. Alors pour la Confédération paysanne faisait remarquer que sur les 2000 exploitations agricoles de la zone concernée par les 16 méga-bassines en projet, il n'y en a que 103 qui seraient finalement connectés à ces 16 bassines, ce qui veut dire 5, c'est sur le département des Deux-Sèvres. Ça représente 5% des exploitations qui vont donc s'accaparer cette eau au détriment des autres usages. Le combat contre les méga-bassines, c'est d'abord un combat contre une tentative de s'approprier et de monopoliser une ressource rare, l'eau en l'occurrence, au profit d'entreprises privées liées à l'agro-business. Alors que dans le cadre de cette stratégie d'adaptation, Macron il vient de présenter du coup de manière plus globale son plan d'eau, son plan sur l'eau, pas tout, son plan sur l'eau. Il est beaucoup, dans son discours, il est beaucoup question de responsabiliser chacun, de faire comprendre que chaque geste compte, qu'il faut inciter à la sobriété contre les usages de confort.
Voilà. Mais la réalité, ben, c'est le projet des méga-bassines, c'est l'attitude de l'État qui est prêt à les défendre par un déchaînement de violence complètement disproportionné avec ce qui pouvait être l'objectif de la manif, qui était en réalité d'aller planter des drapeaux et de déposer des statues en bois dans la bassine. Il n'était même pas question d'en faire une ZAD en réalité. Mais c'est important de comprendre que cette violence, elle a un sens parce qu'elle s'en dit long sur le contenu social et politique de cette stratégie d'adaptation au changement climatique que défend le gouvernement. Une stratégie d'adaptation qui est en réalité la continuité de la politique du gouvernement et plus généralement de tous les gouvernements d'ailleurs face à la crise environnementale, face à la crise climatique. Et on l'a vu, cette crise climatique, ce n'est pas un petit sujet anecdotique, puisque bon, on l'a tous vécu plus ou moins intensément, mais cet été, on voit que c'est une réalité qui prend un tour extrêmement violent, et avec des événements meurtriers qui deviennent plus intenses et plus fréquents. Alors que depuis une trentaine d'années, les scientifiques ont multiplié les avertissements, les rapports, alors qu'il y a eu chaque année des conférences internationales pour le climat, accompagnées de beaux discours, accompagnées de beaucoup de leçons de morale, bien, les États, depuis 30 ans, ils ont été incapables de s'entendre à l'échelle mondiale pour prendre des décisions politiques à la hauteur de l'urgence de la situation. Et cette incurie des États, qui ici a d'ailleurs valu au gouvernement Macron d'être 2 fois condamné pour inaction climatique, elle a une raison profonde. Parce que maintenant, au bout de ces 30 ans quand même, et puis d'un certain nombre de mobilisations, tout le monde comprend bien que, et notamment dans la jeunesse, qui se mobilise depuis plusieurs années sur cette question, prendre des mesures radicales à la hauteur des enjeux, ben, ça implique de s'en prendre frontalement aux intérêts des multinationales, de l'énergie, de l'agrobusiness, du transport, qui dominent toute la vie sociale et économique, et dont en réalité les États servent les intérêts. Alors que ce soit pour enrayer le réchauffement climatique ou pour anticiper les catastrophes à venir et protéger les populations, il ne s'agit pas d'une simple discussion sur les meilleures réponses techniques qui seraient adaptées. Mais c'est bien en réalité un combat social et politique pour imposer que ce soit l'intérêt du plus grand nombre qui soit, et donc la préservation de l'environnement qui l'emporte sur la folie de la course au profit imposée par cette poignée de multinationales. Et pas plus quand il s'agit des retraites que pour les questions environnementales, l'État ne défend les intérêts de l'ensemble de la population, mais il se met au service des intérêts privés d'une minorité. Sur le fond, sa politique ne vise qu'à favoriser le détournement, l'appropriation de ressources naturelles comme l'eau ou la terre à l'usage de quelques multinationales. Et avec le plus parfait cynisme, ça nous est présenté comme une politique d'adaptation, une politique pour faire face aux enjeux du réchauffement climatique. Mais sur cette question de l'eau, comme sur bien d'autres, la réalité, elle rattrape les beaux discours de Macron, notamment sur la gestion de l'eau. Ainsi, on vient d'apprendre, c'était hier dans la presse, qu'un pesticide normalement interdit depuis 2020, le chlorothalonil, pour lui donner un nom, on en a retrouvé dans l'eau potable, selon l'ANSES, qui est l'organisme un peu de sécurité sanitaire. Alors que quelques jours avant, le ministre de l'Agriculture, lui, qui était devant le congrès de la FNSEA, qui est en gros le syndicat de l'agrobusiness, des plus gros producteurs, lui, il défendait l'idée qu'il fallait lever les interdictions sur les pesticides, et qu'il fallait remettre les choses à leur place, etc., etc. Donc on voit que, de manière générale aussi, quand Darmanin dit qu'il veut interdire les ZAD, il se pose en rempart de la propriété privée et il veut criminaliser tous ceux qui s'opposent à ce genre de projet. Alors la mobilisation contre les méga-bassines, c'est une évolution importante du mouvement pour le climat qui s'opère depuis quelques années. Parce que pour la première fois, c'est des mouvements qui de plus en plus se situent sur le terrain d'un affrontement avec l'État, d'un affrontement avec sa politique et d'une lutte contre l'agro-industrie, c'est-à-dire d'une remise en cause de cette appropriation privée de l'eau ou des terres agricoles. L'urgence de la crise climatique que tout le monde ressent, de la crise écologique, elle n'en fait pas une question à part, indépendante de la question sociale. Tout au contraire, la catastrophe climatique, elle rejoint la catastrophe sociale. Elles sont toutes les deux le produit d'une faillite globale du capitalisme mondialisé. Et c'est pour cela qu'il est indispensable d'articuler les combats écologiques et les combats sociaux, parce qu'ils participent d'une seule et même lutte de classe contre la politique des États qui défendent et servent avant tout les intérêts d'une minorité. Fin du monde, fin du mois, fin de carrière, même combat, pour reprendre ce slogan des Gilets jaunes et en l'adaptant au mouvement sur les retraites. Mais on peut aussi rajouter que la catastrophe écologique en cours, qui est responsable de l'augmentation du nombre des réfugiés climatiques, elle rejoint aussi la question migratoire et donc le combat contre le projet de loi raciste de Darmanin, asile et immigration,
qui conduit à une négation radicale des droits fondamentaux des étrangers, des migrants, pour n'en faire qu'une main-d'œuvre précarisée. Les mouvements environnementaux participent d'une même colère sociale contre ce système qui détruit nos vies et ravage l'environnement. Il n'y a pas d'issue aux conséquences de la crise climatique dans le cadre des institutions actuelles, car elles sont bien incapables de se mettre au service de l'intérêt général. Alors oui, il faudra se mobiliser, comme à Sainte-Soline, lutter pour imposer des solutions radicales qui remettent en cause les fondements mêmes de cette société capitaliste, qui est à la fois la principale cause de l'accélération de la crise écologique, mais aussi qui est devenue aujourd'hui le principal obstacle pour y faire face. Les luttes environnementales, elles participent de l'émergence d'une nouvelle conscience de classe. La conscience que l'immense majorité de la population et cette minorité qui constitue les classes dominantes et les États à leur service ont des intérêts irrémédiablement opposés. D'autant que le décalage devient de plus en plus insupportable entre tous les progrès scientifiques et techniques qui ont permis de faire du monde ce village planétaire qui a unifié comme jamais l'humanité, et le creusement des inégalités sociales, la violence des rapports d'oppression et d'exploitation, les ravages que subit l'environnement, et surtout l'incapacité de faire face à la catastrophe annoncée. De fait, toutes les solutions envisageables pour s'attaquer aux causes profondes de la crise écologique aboutissent à poser la question de qui dirige cette société, en fonction de quels intérêts sociaux. Et ce que nous scandons dans les manifs, c'est nous qui travaillons, c'est nous qui décidons, ça prend tout son sens. Oui, c'est nous qui devons décider de ce qu'on produit, de pourquoi on le produit, de comment on le produit. Et bien évidemment, pas pour que cela soit rentable, profitable, compétitif, mais pour pouvoir discuter démocratiquement de ce qui est véritablement utile pour tous, en cherchant à en réduire l'impact sur l'environnement, comme en tenant compte des conditions de travail dans lesquelles se fait cette production. Alors ça paraît simple, mais c'est une logique sociale qui nous semble évidente, mais qui est en réalité radicalement opposée à la logique d'un capitalisme en crise. C'est pour cela qu'à travers la question environnementale se pose, comme dans notre mouvement contre la réforme des retraites, la question de la démocratie, c'est-à-dire de la nécessité de construire le pouvoir de ceux qui, par leur travail collectif, font tourner cette société. Et ce n'est qu'en rupture avec l'ordre social actuel, en prenant directement, collectivement, le contrôle de la marge de la société pour imposer d'autres choix sociaux, pour construire une autre façon de produire et d'échanger, au service de la satisfaction des besoins de tous, et bien sûr en tenant compte des limites de notre environnement, qu'on pourra faire face à la crise, encore une fois, à la crise écologique. Parce que ça veut dire fondamentalement changer de mode de production, remettre en cause la propriété capitaliste et la domination des classes exploiteuses, et pour cela, s'organiser pour changer le monde. Et là, je passe la parole. Bon. On va revenir sur le mouvement et où on en est. Bon, les Échos, là, ce matin, ils titraient « Nouveau reflux de la mobilisation contre la réforme des retraites ». En fait, ça fait des semaines maintenant que la presse aux ordres, voilà, elle guette le moindre signe, nous parle du reflux dont visiblement elle rêve, hein, tous, ils veulent que l'ordre revienne, le retour au calme. Et de ce point de vue-là, Macron, il a fait une déclaration vraiment dans le même sens, hein. Il paye des huiles en Chine pour afficher une fois de plus son mépris du mouvement, des travailleurs de ce pays, de la jeunesse. Et il a repris vraiment le même discours contre le mouvement. Là, je cite, « Quel est le taux de grévistes depuis 15 jours ? Il est à un niveau historiquement très faible. De l'éducation nationale à l'énergie, au transport. Qu'on n'aille pas m'expliquer que le pays est à l'arrêt, ce n'est pas vrai. » C'est vraiment une obsession, et visiblement, ils sont un énervement probablement dû au ridicule en particulier de cette rencontre de Borne avec l'intersyndicale cette semaine, hein, que le gouvernement avait lancé, avait lancé cette manœuvre suite à la demande de Berger, reprise par Martinez, d'une pause et d'une médiation lors de la manif du 28 mars. Mais justement, c'est là que le mouvement est vraiment vivant, fort et vigoureux, en tout cas, c'est que le tollé soulevé au sein du mouvement, comme au sein d'ailleurs du congrès CGT, ont conduit l'intersyndicale, au final, à rester sur la position du retrait face à Borne, qui n'avait du coup plus rien à déclarer, et cette manœuvre, finalement, se retourne contre le gouvernement lui-même, même si, tout est resté quand même dans un ton très cordial, parce que les directions syndicales elles jouent leur rôle de partenaires sociaux dont elles ne veulent surtout pas se défaire. Mais ce qui est sûr, c'est que hier, la 11e édition du mouvement, on a vu des manifs toujours aussi massives,
Hein, on était quand même, depuis le 19 janvier, un mouvement avec, hier on était 60 000 à Bordeaux, après 80 000 la semaine dernière. C'est quand même des manifs, un taux de manifestants qui est quand même considérable. Ce qu'on avait, et c'est même assez inédit, il y avait 370 manifs dans le pays. Et ce mouvement qui se traduit aujourd'hui par à la fois des grèves reconductibles, des initiatives, des blocages, des actions qui mêlent des équipes syndicales, des travailleurs en lutte, la jeunesse qui est entrée de plein pied dans le mouvement, des occupations de fac, des AG, etc. Et c'est tout ça justement qui est en train d'inquiéter profondément le gouvernement, parce que cette contestation, en fait, elle se renforce, elle prend aussi conscience de l'affrontement en cours, parce que c'est clair que ça dépasse la question des retraites, et elle est et justement face à Macron, qui lui utilise consciemment la politique du rapport de force, en intensifiant d'un côté la répression, tout en faisant semblant d'être prêt à discuter. Alors sur la répression, je crois que les camarades l'ont dit avant moi, donc je ne vais pas trop développer, mais c'est clair que la politique du gouvernement, il a semé le chaos, les provocations, pour justement jouer aux défenseurs de l'ordre, en envoyant Darmanin, y compris entraînant d'ailleurs avec lui la droite extrême, l'extrême droite, au Parlement, dans ses outrances contre l'ultra-gauche, le terrorisme intellectuel, etc. Enfin, c'est vraiment la politique de l'ennemi intérieur qui est complètement fantasmée. Et ça, on voit bien d'ailleurs en quoi justement cette politique-là peut réellement faire le terreau de l'extrême droite. Mais en même temps, Macron a demandé à Borne de relancer le dialogue social, car l'un va aussi très bien avec l'autre. Ce qu'elle a fait d'ailleurs sur le perron de Matignon mercredi. Certes, la réunion n'avait rien donné, mais ce qu'elle a tenu à déclarer, c'est que, je cite, « Je pense que cette réunion marque néanmoins une étape importante. Les organisations syndicales sont disponibles pour travailler ultérieurement sur ces sujets et je leur ai dit ma disponibilité est celle de mon gouvernement parce que je n'envisage pas d'avancer sans les partenaires sociaux. » Et tous ont affirmé leur responsabilité, parce que c'est bien ça aussi le fond de leur politique. Berger a expliqué « Il faut qu'on démontre la force de la démocratie sociale dans le calme, sans violence. » Et Sophie Binet, la nouvelle secrétaire de la CGT, a expliqué « Notre présence ici, elle prouve notre sens de la responsabilité et du dialogue. Nous avons trouvé face à nous un gouvernement radicalisé, obtus et déconnecté. Le gouvernement porte la responsabilité du désordre. » Et c'est bien ça, justement, le problème dans sa propre politique, c'est que l'intersyndicale se fait le champion du dialogue, de la démocratie sociale, contre un gouvernement qui serait responsable du désordre. Sauf que nous, c'est réellement foutre en l'air cette société qui est en train de devenir la nécessité du moment, et surtout pas assurer l'ordre d'une société de plus en plus injuste et insupportable. De ce point de vue-là, d'ailleurs, la NUPES, d'un point de vue politique, joue justement le même refrain. Même si la plupart des députés n'ont pas voulu aller à la rencontre, des groupes n'ont pas voulu aller à la rencontre de Borne, il n'en reste pas moins qu'ils sont complètement aujourd'hui dans une politique où ils ne veulent absolument pas apparaître comme une alternative de pouvoir qui tirerait sa légitimité de la rue et des grèves. Du coup, tout se trouve sur le terrain institutionnel, et en particulier, un des problèmes qu'on a dans le mouvement dans la semaine qui vient, ça sera cette histoire du Conseil constitutionnel, où on voit bien les choses qui peuvent se mettre en place, parce que, c'est Berger qui expliquait, c'est la responsabilité du Conseil constitutionnel que nous respectons et que nous ne mettons pas sous pression. De la même façon que Roussel explique qu'il s'agit d'apaiser et de redonner confiance à l'ensemble des citoyens en considérant que notre société a besoin d'être écoutée. Tous y tiennent absolument à ce cadre des institutions, et tout le monde voit bien qu'on pourrait très bien voir être mis en musique avec le Conseil constitutionnel, une sorte de porte de sortie qui mêlerait ce fameux RIP là, le référendum d'initiative partagée, alors qu'il y a un truc complètement blindé, c'est comme les débats à l'Assemblée nationale, c'est bien blindé avec tous les articles pour faire passer la politique qu'ils veulent. Là, c'est à peu près pareil. Par contre, c'est clair que ça serait une institutionnalisation qui représente une véritable voie de garage pour le mouvement.
Et c'est clair qu'on a le risque de ce compromis qui serait mis en place et permettrait cette sortie du mouvement, sauf que justement, aujourd'hui, le mouvement, il a franchi des étapes. La jeunesse est dans la rue, beaucoup aujourd'hui veulent le retrait, rien d'autre, et se battent justement sur un terrain bien plus radical que ça, et qu'il est loin enfin, c'est loin de... Comment dire, il y a quand même... Enfin, comment dire, c'est vraiment pas sûr que la manœuvre suffise à étouffer les prises de conscience qui sont en cours. Parce que justement, le mouvement, il dépasse de fait déjà la question des retraites. C'est la question de qui dirige, la question du capitalisme qui se retrouve aujourd'hui posée, ce qui signifie d'ailleurs mettre en œuvre vraiment une politique pour l'affrontement de classe face à un pouvoir des capitalistes à l'offensive et prêt à imposer une profonde régression sociale. Parce que ce qu'il lance, c'est une offensive contre nos droits, une offensive sur les salaires, contre les services publics à l'abandon, contre la santé ou l'éducation. C'est tout ça qui est en jeu, et puis y compris contre la jeunesse. Alors, juste quelques exemples, mais si on regarde déjà par rapport à ça, rien que la politique et la réforme des retraites, depuis des mois, Macron a mené une politique de provocation permanente. D'abord, le mensonge des taxes, sa réforme des retraites serait juste et égalitaire. Bon, ça, tout le monde a vu qu'on n'avait pas besoin d'expliquer pendant des heures. C'est clair que la réforme des retraites n'a qu'un seul but. C'est pas celui des caisses de retraite pour dans 20 ans. C'est qu'il faut donner des gages au marché financier, en faisant baisser les pensions, en faisant baisser les salaires. C'est ça la politique qu'ils sont en train justement de mettre en œuvre. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, si on regarde, quand il nous parlait de déficit à 20 milliards par an, etc., rien que le dernier crack qu'il vient d'y avoir en Californie là, avec la SVB, on a vu les États injecter des milliards pour continuer d'alimenter ce système de plus en plus parasite et destructeur. Et pas très loin de nous, c'est la Suisse. Ils ont balancé plus de 50 milliards en une nuit pour sauver le Crédit Suisse de la faillite, et ce qui n'empêcheront d'ailleurs peut-être même pas. Donc pour dire que le vrai problème, c'est sûrement pas celui des caisses, et de l'avenir des caisses de retraite, mais bien celui du capitalisme aujourd'hui, qui a besoin de se maintenir par des injections permanentes de capitaux aux dépens de toute la société. Ensuite, sur le autre exemple aussi, c'est sur cette histoire de dialogue social et des fameuses autres mesures que le gouvernement veut discuter. Parce que, on nous parle de quelques mesurettes, c'est un peu comme ils ont dit pour le SNU ou des choses comme ça, ils annoncent quelques petites mesurettes, mais il y a surtout de grosses mesures qui sont... Et là, il n'y a pas grand monde qui discute. La première loi que veut faire passer le gouvernement, c'est la loi travail. Une loi travail encore présentée par Dussopt, qui comprend, entre autres, une saloperie par rapport aux bénéficiaires du RSA, qu'on condamnerait quand même à une quinzaine d'heures de travail gratuit, hebdomadaire. C'est quand même pas léger, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, pour présenter ça, c'est assez significatif. Il commencerait par présenter peut-être justement dans la loi un texte d'un accord qui a été un accord national interprofessionnel qui a été passé entre les organisations syndicales confédérales, sauf la CGT qui l'a pas signé, et les organisations patronales, sur comment s'appelle pour généraliser les mesures d'intéressement, vous savez, au détriment des salaires, sur le partage des richesses. Voilà. Donc ils disent on ferait passer ça dans la loi, ce qui n'est absolument pas une mesure pour les travailleurs. Au contraire, c'est une mesure qui de fait permet aux patrons de geler les salaires et après mener leur politique par rapport au RSA, etc. Et pour dire jusqu'à quel point, y compris même ces mesures-là, il y a quand même une offensive qui est assez lourde. C'est Dupond-Moretti cette semaine, il faisait le tour des prisons. Alors lui, il a une politique, c'est faire qu'il y ait plus de prisonniers qui travaillent. Ils ont fait un contrat il n'y a pas très longtemps. Donc les patrons payent 45% du SMIC pour un boulot. Le MEDEF est ravi, il vient d'applaudir ces mesures-là. Et ils ont dans l'objectif d'augmenter encore le nombre de prisonniers qui pourraient travailler pour les patrons. Et puis dernière chose aussi, par rapport à l'offensive capitaliste en cours, c'est la politique. Dans quel cadre politique tout ça est en train de se passer?
qui est le cadre justement d'une politique belliciste, qui est une politique, y compris d'une économie de guerre, puisque c'est le terme employé par Macron, suite justement dans la continuation de la guerre avec l'Ukraine, et puis dans la continuation justement des conflits qui sont en train de se préparer, exacerbés par la concurrence des multinationales et des États. Alors cette semaine, il y avait un projet de loi de programmation militaire qui a été présenté en conseil commission des finances, donc 413 milliards en 7 ans. Faut savoir que le budget annuel de la défense doit atteindre 69 milliards d'euros en 2030 contre 32 milliards d'euros en 2017. Pour donner un peu une idée, une politique qui va vraiment saigner encore plus l'ensemble des services publics. Alors Plassard, qui était un député macroniste, il a également présenté, donc c'était la commission des finances, il a présenté ce fameux rapport sur l'économie de guerre, qui est réclamé par Macron en expliquant qu'il faut mettre en place pour nous préparer à l'hypothèse d'un affrontement majeur. Il prévoit déjà les reconversions en usines d'armement, par exemple. Il prévoit aussi les contraintes dont il pourrait se passer dans le cas de crise, justement, comme le droit du travail, pas de problème, on pourrait passer par-dessus. Et un rapport qui salue, bien sûr, la généralisation du SNU pour encadrer la jeunesse. Comme quoi, c'est encore pas loin. Le projet est juste reporté un petit peu, mais ils ont encore toujours cette volonté de soumettre tout le monde avec ça. Et fait significatif, Coquerel, qui est président LFI de la Commission des finances, s'est félicité que le rapport essaye d'améliorer, je cite, les enjeux d'une souveraineté nationale sur la question d'équipement et d'armement militaire. Donc voilà, c'est face à tout ça justement aujourd'hui qu'il s'agit de formuler une politique la plus claire possible qui permette à la fois au mouvement, dans la logique qu'il a affrontée, mais aussi dans les perspectives qu'on a devant nous, contre cet ordre institutionnel, cette république des riches. C'est avec tout ça justement qu'il nous faut rompre. Et le problème, c'est pas de faire pression sur le Conseil d'État ou pas, mais c'est bien de concentrer nos forces, y compris contre le gouvernement, sans craindre qu'il soit contraint de céder la place. Alors beaucoup d'ailleurs là-dessus ont dit « Oh là là, ça ferait le jeu du Front National ». Non, c'est justement en restant sur le terrain institutionnel, dans lequel d'ailleurs le RN fait bien attention à rester pour postuler justement au pouvoir dans ce cadre-là, c'est justement en contestant ces institutions, en contestant cet ordre, que le mouvement sera capable de combattre, y compris cette montée des idées réactionnaires qui devient de plus en plus dangereuse et qui est liée à toute cette offensive de la bourgeoisie qui est menée tout azimut et pas qu'en France. Alors exiger le retrait, ça implique justement d'être prêt à accentuer cette crise politique au renversement du gouvernement, même si nous pensons qu'aucune réponse parlementaire ne peut répondre aux besoins qui s'expriment. Mais on commence à avoir des débuts de réponse. Et les débuts de réponse, ils commencent à se trouver justement dans la construction d'organes de lutte du monde du travail qui sont indépendants justement de ces partis, de ces syndicats institutionnels complètement moulés dans l'ordre établi. Et ça, justement, c'est un début de réponse à la question du pouvoir qui est posée par la mobilisation et l'exigence du retrait de la réforme Macron. Alors on le voit dans les collectifs, on le voit dans les comités de grève, le contrôle de nos propres luttes est un préalable justement indispensable au contrôle de la société demain. Alors cette réponse est d'abord de nous donner les moyens de pression et de contrôle, signifie justement préparer ce transfert du pouvoir à un gouvernement des travailleurs et des classes populaires, justement, qui n'hésiterait pas à tirer sa propre légitimité de la rue, des mobilisations. Émanation, justement, de nouvelles institutions nées de la lutte et contrôlées démocratiquement. Alors on n'en est pas encore là, mais cette perspective, elle est justement en germe et commence à prendre corps dans ces AG de lutte, dans ces collectifs, ces interpros, et puis dans toutes ces initiatives qui se prennent en dehors aujourd'hui du cadre bien huilé des directions syndicales. Alors pour progresser dans les consciences, tout cela justement a besoin de se donner un plan, un programme qui définisse nos objectifs politiques, qui permettent aussi de répondre aux exigences et aux aspirations portées par le mouvement, ainsi que les moyens pour les réaliser. C'est justement ce qu'on discutait tout à l'heure, c'est-à-dire pour répondre à la catastrophe sociale, économique, financière, écologique engendrée par ce capitalisme en faillite.